Je ne vaux rien, murmura-t-elle. Le fermier lui prit la main et lui sourit. Elle se tenait debout, pieds nus et tremblante, sur une estrade en bois au centre de la ville, tandis que les hommes criaient des chiffres comme si elle était du bétail. Ses mains étaient liées, sa robe était déchirée à l'épaule. Elle gardait les yeux baissés, car lever les yeux signifiait voir les visages, des visages qui la considéraient comme un objet, quelque chose à posséder, quelque chose à utiliser, quelque chose sans valeur. La voix du commissaire-priseur retentit dans la foule, les enchères grimpaient, elle ne broncha plus, elle avait appris à ne plus le faire, mais quelqu'un proposa alors un montant qui fit taire toute la foule. Un homme coiffé d'un chapeau usé s'avança, il ne ressemblait pas aux autres, son visage était buriné, ses mains marquées par le travail, mais ses yeux n'étaient cruels, ils étaient fermes, calmes, presque tristes. Le commissaire-priseur sourit et abattit son marteau. Vendu. Lhom Estevanka ver Elestrade. Elle s'attendait à ce qu'il l'attrape par le bras et l'entraîne comme les autres l'avaient fait auparavant, mais il ne le fit pas. Il se tint là, juste en dessous d'elle, et lui tendit la main, non pas pour la tirer, mais pour l'aider. Elle le fixa, le regarda, et pour la première fois depuis des mois, elle ne savait pas quoi faire, car les hommes comme lui n'existaient pas dans son monde, plus maintenant. Mais pourquoi souriait-il? La plateforme sous ses pieds était rugueuse, inégale, des échardes s'enfonçaient dans ses pieds nus, mais elle ne les sentait presque plus. La douleur était devenue un langage qu'elle comprenait trop bien, un murmure constant qui lui disait qu'elle était encore en vie, même lorsqu'elle souhaitait ne pas l'être. Le soleil tapait sans pitié, la sueur traçait des lignes dans la poussière sur son visage, ses poignets lui faisaient mal là où la corde s'enfonçait dans sa peau déjà à vif après des semaines de la même contrainte. Elle gardait la tête baissée, les yeux fixés sur les planches de bois, comptant les nœuds dans le grain, car lever les yeux signifiait les voir, les hommes. Ils tournaient autour de la plateforme comme des vautours, leur voix montant et descendant dans un rythme qui lui retournait l'estomac, des chiffres, toujours des chiffres, c'est tout ce qu'elle était désormais. Une somme, un prix, une transaction en attente. Le commissaire-priseur se tenait à côté d'elle, sa main agrippant son épaule trop fermement, ses doigts s'enfonçant dans l'os pour la maintenir debout alors que ses genoux menaçaient de se dérober. Sa voix résonnait dans la foule, la décrivant comme si elle était un cheval ou une charrue, énumérant ses qualités avec l'enthousiasme d'un homme vendant quelque chose qu'il n'aurait jamais à utiliser lui-même. Elle essayait de disparaître dans son propre esprit, une astuce qu'elle avait apprise pendant les longues nuits passées dans le chariot, lorsque les hommes qui l'avaient capturée s'asseyaient autour du feu et discutaient de ce qu'ils allaient faire de la prophétesse. Elle fermait les yeux et s'évadait ailleurs, dans un endroit où le ciel était vaste et où elle entendait la voix de sa mère, avant que tout ne lui soit enlevé. Mais la main du commissaire-priseur serra plus fort, la ramenant à la réalité. « Sois plus vivante », lui souffla-t-il. « Tu veux qu'il pense que tu es malade ?» Elle ne pouvait pas répondre. Répondit pas, il n'y avait plus rien à dire. Un homme près de l'avant cria un chiffre, un autre en proposa un autre depuis le côté. Les enchères montèrent lentement au début, puis plus rapidement. Elle reconnut le schéma habituel, il commençait toujours prudemment, pour tâter le terrain, puis devenait plus audacieux lorsqu'il sentait la concurrence. Sa respiration devint superficielle et rapide, son cœur martelait ses côtes comme s'il essayait de s'échapper. Elle voulait courir, mais où pourrait-elle aller? Ses jambes étaient faibles à cause des jours de mauvaise nourriture et de peu de repos. La corde autour de ses poignets était attachée à un poteau derrière. Même si elle parvenait à se libérer, il la rattraperait avant qu'elle n'ait dépassé le premier bâtiment. Le commissaire-priseur sourit, sentant l'énergie changer dans la foule. « Allez, messieurs, vous pouvez faire mieux que ça. Des mains solides, une bonne travailleuse, elle vous rapportera plus que ce que vous paierez. » Ces mots lui donnèrent l'impression que des pierres s'empilaient sur sa poitrine. Des mains solides, une bonne travailleuse, comme si c'était tout ce qu'elle ne serait jamais. Elle ferma les yeux et murmura les mots que sa mère lui avait enseignés il y a longtemps, avant que le monde ne devienne cruel, des mots sur le ciel et la terre, sur l'appartenance à quelque chose de plus grand que les hommes et leur cupidité, mais ces mots lui semblaient désormais vides, creux. Puis la foule se tut. Cela se produisit si soudainement qu'elle ouvrit les yeux malgré elle. La prise du commissaire-priseur sur son épaule se relâcha légèrement. Tout le monde regardait vers le fond de la salle où se tenait un homme à l'écart des autres. Il était grand, large et portait un chapeau qui cachait la majeure partie de son visage. Ses vêtements étaient des vêtements de travail simples, et non les tissus raffinés que portaient certains des enchérisseurs les plus riches,
Mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose dans la position de sa mâchoire qui poussait les gens à s'écarter lorsqu'il s'avançait. Il ne regardait personne d'autre, ses yeux sombres et sérieux étaient fixés sur elle, puis il prononça un chiffre, clair et ferme. Le montant était si élevé que le commissaire-priseur éclata de rire en jetant un coup d'œil. Il regardait autour de lui comme s'il attendait que quelqu'un dise que c'était une blague, mais l'homme ne souriait pas, ne clignait pas des yeux, il restait simplement là à attendre. L'expression du commissaire-priseur passa de l'amusement à quelque chose qui ressemblait davantage à de la stupéfaction. Il regarda la foule, les autres enchérisseurs, leur donnant une chance de surenchérir, mais personne ne dit rien. Le montant était trop élevé, absurdement élevé. Vendu, dit finalement le commissaire-priseur en abattant son marteau d'un coup sec. L'homme se dirigea vers l'estrade. Elle banda tous les muscles de son corps, se préparant à ce qui allait suivre. Les mains rugueuses, la cruauté désinvolte, le rappel qu'elle était désormais une propriété. Mais lorsqu'il l'atteignit, il ne lui saisit pas le bras, ne tira pas sur la corde. Au lieu de cela, il sortit un couteau de sa ceinture. Elle retint son souffle. C'était le moment. Quoi qu'il ait prévu de faire, cela allait se passer rapidement, mais il ne se dirigea pas vers elle. Il coupa la corde qui la liait au poteau, puis trancha soigneusement et délibérément les liens autour de ses poignets. La corde tomba, ses mains étaient libres. Elle le regarda, confuse, terrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. Il leva les yeux vers elle. Elle était toujours sur l'estrade au-dessus de lui et il fit quelque chose qui n'avait aucun sens. Il tendit la main, non pas pour la tirer ou l'attraper, mais simplement pour la lui offrir, et il sourit. Ce n'était pas le sourire d'un homme qui venait d'acheter quelque chose, pas le sourire de quelqu'un qui réclame un prix, quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer parce qu'elle avait oublié à quoi ressemblait la gentillesse. Elle ne prit pas sa main, pas au début. Elle se contenta de la fixer, de regarder les callosités et les cicatrices qui marquaient des années de dur labeur, la façon dont il la tenait là, sans forcer, sans exiger. Autour d'eux, la foule commença à murmurer. Elle pouvait sentir leurs regards, leur jugement, leur confusion quant à la raison pour laquelle cet homme agissait de manière si étrange. Les gagnants ne tendaient pas la main, ils prenaient ce pour quoi ils avaient payé et partaient, mais lui attendaient, patients, l'expression immuable. Ses mains tremblaient tandis qu'elle posait lentement, prudemment, une paume contre la sienne. Sa prise était ferme mais douce tandis qu'il l'aidait à descendre de l'estrade. Au moment où ses pieds touchèrent le sol, ses genoux faillirent se dérober sous elle. Elle était restée debout pendant des heures, figée par la peur et l'épuisement. Il la stabilisa de son autre main, posée sur son coude, juste assez pour la maintenir debout. « Vous pouvez marcher » demanda-t-il doucement. Sa voix était grave et rauque, à force d'avoir passé des années à parler principalement à des chevaux et à des champs vides, mais elle ne trahissait aucune cruauté, aucune impatience. Elle acquiesça, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Il lâcha son coude, mais resta près d'elle tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Les gens s'écartaient en les regardant avec des expressions allant de la curiosité au dégoût. Elle entendait les chuchotements, certains le traitant d'imbécile pour avoir payé autant, d'autres faisant des blagues grossières sur ce qu'ils comptaient faire d'elle. Elle gardait les yeux baissés, concentrée sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Devant l'autre, ses pieds nus souffrant sur la terre battue de la rue. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher sur du verre brisé, mais elle ne ralentit pas avant qu'il ne soit loin de la plateforme, loin des visages avides et du sourire satisfait du commissaire-priseur. L'homme la conduisit vers un cheval attaché près du bord du rassemblement. C'était un animal robuste, brun foncé avec des marques blanches sur le visage. Il détacha les rênes et se tourna vers elle. « Je peux te soulever ou tu peux utiliser l'étrier, à toi de choisir. À toi de choisir. » Ces mots lui semblaient étrangers. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un lui avait donné le choix? Elle regarda le cheval puis l'étrier suspendu à hauteur de ses yeux. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à agripper la selle et à se hisser dessus. Il lui fallut 3 essais, ses muscles étaient faibles et peu coopératifs, mais elle y parvint. Une partie d'elle avait besoin de le faire elle-même, avait besoin de prouver qu'elle n'était pas complètement brisée. Il monta derrière elle, ses mouvements étaient efficaces et expérimentés. Elle se raidit immédiatement, tous ses instincts lui criant que c'était le moment où cela allait arriver, où il montrerait ses véritables intentions, lorsque la gentillesse s'évaporerait pour révéler le monstre qui se cachait derrière.
Mais il garda ses distances, ses bras autour d'elle uniquement pour la retenir. Nous avons environ 1 heure de route, dit-il. Tu peux te pencher en arrière si tu en as besoin, je ne te laisserai pas tomber. Elle ne se pencha pas en arrière, ne se détendit pas, restant assise, raide comme une pierre, tandis que le cheval se mettait en mouvement, les emportant loin de la ville, loin de la plateforme, loin du cauchemar qu'était devenu sa vie. Ils chevauchèrent en silence, le soleil grimpant dans le ciel, frappant sans pitié, la sueur coulant le long de sa colonne vertébrale, sa gorge si sèche qu'elle avait mal en avalant, mais elle ne demanda pas d'eau, ne demanda rien. Elle avait appris que demander ne menait qu'à la moquerie ou pire. Le paysage autour d'eux était rude. Des collines ondulées couvertes d'herbes sèches, des arbres épars offrant peu d'ombre, des rochers jaillissant de la terre comme des dents cassées. Tout semblait identique, sans fin, inéluctable. Après ce qui lui sembla une éternité, il reprit la parole. J. Emapel Boone Boone Dalton. J'ai une petite ferme à environ 15 kilomètres au nord de la ville, juste moi et quelques bovins. Elle ne répondit pas, incapable de le faire. Sa voix semblait enfermée quelque part au plus profond d'elle-même, ensevelie sous des mois de peur et de souffrance. Son silence ne semblait pas le déranger. Vous n'êtes pas obligé de me dire votre nom, pas avant d'être prête, mais j'aimerais le savoir un jour, si cela vous convient. Ça ne te dérange pas. Un autre choix, une autre impossibilité. Le rythme régulier du cheval commença à brouiller les contours de sa conscience. La fatigue l'attirait comme des mains la tirant sous l'eau. Elle lutta, sachant qu'il était dangereux de baisser sa garde, que fermer les yeux, même un instant, pouvait être fatal. Mais son corps la trahit. Ses paupières devinrent lourdes, ses épaules s'affaissèrent, elle vacilla légèrement sur la selle. Sa main se posa sur sa taille pour la stabiliser. Doucement, murmura-t-il. Je te tiens, tu peux te reposer, je te promets que rien ne va arriver, je te le promets. Elle avait déjà entendu des promesses, qui s'étaient toujours avérées être des mensonges, mais quelque chose dans sa voix, dans la douce fermeté de son étreinte, lui donna envie de croire, juste cette fois, juste un instant. Elle ferma les yeux, pencha la tête en arrière malgré tous les avertissements que lui criait son esprit, et se sentit s'appuyer contre lui, sentit la chaleur solide de son torse soutenir son poids. Il ne serra pas son étreinte, ne profita pas de la situation, se contenta de faire avancer le cheval d'un pas régulier, une main sur la selle, l'autre s'assurant qu'elle ne glisse pas de la selle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le soleil avait changé de position, il n'était plus entouré de collines à perte de vue. Devant elle, elle pouvait voir une petite structure, une maison en bois patiné, une grange à côté, un corral avec plusieurs chevaux. Son ranch, son territoire, ses règles. C'était là qu'elle découvrirait ce qu'il voulait vraiment. C'était là que le masque tomberait et qu'elle verrait la vérité derrière la gentillesse. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'approchait. Tous ses muscles se tendirent à nouveau, se préparant à ce qui allait suivre. Le cheval s'arrêta devant la maison. Boone descendit le premier, puis tendit la main pour l'aider à descendre. Elle ignora ses mains et glissa toute seule, atterrissant si brutalement qu'une douleur lui traversa les jambes. Il ne fit aucun commentaire à ce sujet, il attacha simplement le cheval à un poteau et se tourna vers elle. Ils restèrent là un long moment, elle, petite et tremblante, attendant le coup, lui, grand et immobile, la regardant de ses yeux sombres qui ne trahissaient rien. Puis il fit quelque chose qui brisa toutes les attentes qu'elle avait construites dans son esprit. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié, l'acte de vente, le document qui prouvait qu'il la possédait, et sans un mot, il le déchira en deux. Le papier déchiré flottait entre eux. Elle fixait les morceaux, son esprit luttant pour donner un sens à ce dont elle. Les hommes ne détruisaient pas les preuves de propriété, les hommes ne jetaient pas l'argent, les hommes ne renonçaient pas au pouvoir une fois qu'ils l'avaient entre les mains. Sa respiration était rapide et superficielle. C'était un piège, cela devait être un jeu élaboré destiné à la faire baisser sa garde avant qu'il ne frappe. « Tu es libre » dit Boone doucement. Ce papier était la seule chose qui te liait à quelqu'un, maintenant il n'est plus là, tu es libre. Ce mot n'avait aucun sens pour elle. Elle avait déjà été libre lorsqu'elle courait dans la campagne avec sa mère, apprenant quelles plantes pouvaient guérir et lesquelles pouvaient nuire, écoutant des histoires sur son peuple et sur la façon dont les choses se passaient autrefois. Mais cette liberté lui avait été enlevée par des hommes qui la considéraient comme un objet à capturer, quelque chose à vendre. Ce n'est pas de la liberté,
c'était juste une autre sorte de cage. Elle recula d'un pas, ses pieds nus raclant la terre, ses yeux cherchant une issue, calculant la distance qu'elle pourrait parcourir avant qu'il ne la rattrape. Boone leva les deux mains, paume vers l'extérieur. « Ne te ferai pas de mal, je ne te forcerai pas à faire quoi que ce soit, tu peux partir maintenant si tu veux, prendre le cheval, la nourriture, tout ce dont tu as besoin. » Elle ne bougea pas, incapable de le faire, car tout cela n'avait aucun sens. Les hommes qui avaient payé autant d'argent ne laissaient pas leur achat s'enfuir comme ça. Pourquoi le mot sortit-il à peine, comme un murmure, sa voix rouillée par des semaines sans parler. Il baissa lentement les mains. Parce que tu es une personne, pas un objet. Que s'est-il passé là-bas? Il fit un geste en direction de la ville. C'était une erreur. J'avais de l'argent, je pouvais l'arrêter, alors je l'ai fait. Vous ne me connaissez pas. Sa voix était plus forte maintenant, teintée de suspicion. Je pourrais être dangereuse, je pourrais vous voler, je pourrais. Vous pourriez. Il acquiesça, mais je ne pense pas que tu le feras. Il se tourna vers la maison, lui tournant le dos, un autre geste qui n'avait aucun sens. Il y a une chambre à l'intérieur, la porte a un verrou à l'intérieur, pas à l'extérieur, tu peux la fermer à clé si tu veux, il y a un lit, un lavabo pour te laver, j'apporterai de la nourriture et de l'eau dans environ 1 heure. Il se mit à marcher, puis s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Ma femme est morte il y a 3 ans. Je n'ai encore rien touché dans cette pièce. Il me semble normal que quelqu'un l'utilise, quelqu'un qui en a besoin. Sa femme est morte. Ces mots s'abattirent sur elle comme une lourde couverture. Elle le vit alors, le chagrin qui habitait les rides autour de ses yeux, la solitude qui assombrissait ses mouvements. Il n'essayait pas de remplacer ce qu'il avait perdu, il essayait de faire quelque chose qui comptait, quelque chose qui pourrait compenser le poids des regrets qu'il portait en lui. Mais comprendre sa motivation ne signifiait pas qu'elle lui faisait confiance. Il disparut dans la maison, la laissant seule dans la cour. Le cheval bougea près d'elle, la selle en cuir grinçait. Le soleil tapait sans relâche. Ses jambes tremblaient d'épuisement signifiait pas qu'elle lui faisait confiance. Il a disparu dans la maison, la laissant seule dans la cour. Le cheval a déplacé son poids à proximité, la selle en cuir a craqué, le soleil tapait sans relâche, ses jambes tremblaient de fatigue. Elle pouvait courir, elle devait courir, attraper le cheval et chevaucher jusqu'à ce qu'elle trouve d'autres villes comme celle qu'elle venait de quitter, d'autres hommes qui la voyaient comme quelque chose à exploiter, où elle pouvait entrer dans cette maison, verrouiller la porte, se reposer une nuit et partir à l'aube. Ses pieds ont pris la décision avant que son esprit ne la rattrape. Elle se dirigea vers la porte, chaque pas lui donnant l'impression de marcher vers le salut ou vers la destruction. L'entrée était sombre après la lumière vive du soleil à l'extérieur. Elle s'arrêta sur le seuil pour laisser ses yeux s'habituer à l'obscurité. L'intérieur était simple, une pièce principale avec une table, 2 chaises, une cheminée froide en cette chaleur estivale. Tout était propre mais dépouillé, la maison de quelqu'un qui ne se souciait plus du confort, mais maintenait un ordre élémentaire par habitude. À droite, une porte menait à une pièce plus petite. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit exactement ce qu'il avait décrit. Un lit avec une couette défraîchie, une petite table avec un bassin et un pichet, une seule fenêtre avec un morceau de tissu servant de rideau, et à l'intérieur de la porte, un verrou métallique. Elle entra et fit immédiatement glisser le verrou. Le cliquetis du métal contre le métal était le son le plus réconfortant qu'elle entendût depuis des mois. La pièce sentait légèrement la poussière et autre chose, de la lavande peut-être, ou une autre plante qui avait été suspendue pour sécher et avait laissé son parfum derrière elle. Elle se dirigea vers le lit et s'assit prudemment, s'attendant à moitié à ce qu'il s'effondre sous son poids. Il tenait le matelas était fin mais propre, la couette était douce sous ses doigts. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et les enlaça de ses bras, se faisant aussi petite que possible. C'était temporaire, elle reposerait cette nuit, reprendrait des forces et partirait avant qu'il ne change d'avis sur le jeu auquel il jouait. À travers la porte, elle l'entendait s'affairer dans l'autre pièce. Le frottement d'une chaise, le cliquetis de la vaisselle, des bruits normaux, des bruits domestiques, le genre de bruit qui appartiennent à une vie à laquelle elle n'avait plus droit. Ses yeux la brûlaient, mais aucune larme ne coulait. Elle avait pleuré toutes ses larmes des semaines auparavant. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Je laisse une assiette dehors », appela Boone à travers le bois. « De l'eau aussi, tu peux te servir quand tu veux. Je serai dans la grange si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle entendit ses pas s'éloigner, attendit, compta jusqu'à 100,
puis jusqu'à 200, et enfin, elle fit glisser le verrou et ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. La pièce principale était vide. Sur le sol, à côté de la porte, se trouvait une assiette avec du pain, de la viande séchée et une sorte de légumes cuits, à côté d'une tasse d'eau. Elle attrapa les deux et se retira dans la pièce, verrouillant immédiatement la porte. La nourriture était simple, mais c'était plus qu'elle vue depuis des jours. Elle mangea lentement, se forçant à ne pas se rendre malade en mangeant trop vite. L'eau était fraîche et propre. Elle en but la moitié et garda le reste. Quand elle eut fini, elle s'allongea sur le lit, toujours entièrement habillée, toujours prête à s'enfuir au premier signe de danger, mais l'épuisement l'entraîna comme le courant d'une rivière, et pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans se réveiller toutes les quelques minutes, terrifiée. Elle se réveilla dans l'obscurité et la panique. Pendant un moment terrifiant, elle ne savait pas où elle était. Le chariot, la plateforme de vente aux enchères, une autre horreur que son esprit avait enfouie. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine alors qu'elle s'asseyait, désorientée, cherchant des menaces dans l'ombre. Puis la mémoire lui revint. Le ranch, la chambre, le verrou sur la porte. Elle était toujours seule, toujours en sécurité, du moins pour l'instant. À travers la petite fenêtre, elle pouvait voir les étoiles dispersées dans le ciel nocturne. Combien de temps avait-elle dormi? Des heures, au moins, peut-être plus. Son corps était douloureux, d'une douleur profonde qui venait de la tension enfin relâchée après avoir été retenue trop longtemps. Elle glissa hors du lit et se dirigea vers la porte, collant son oreille contre le bois. Silence. Pas de bruit de pas, pas de voix, juste le bruit lointain des insectes nocturnes et le craquement occasionnel de la maison qui se tassait. Sa main hésita au-dessus du verrou. Tous ses instincts lui criaient de rester enfermée à l'intérieur pour conserver ce fragile sentiment de sécurité, mais elle avait besoin de plus d'eau et elle avait besoin de savoir ce que faisait Boone, s'il attendait qu'elle sorte pour révéler ses véritables intentions. Elle fit glisser le verrou lentement, minimisant. La porte s'ouvrit sans grincement. La pièce principale était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur de la lune qui filtrait à travers les fenêtres. La table était vide, les chaises intactes près de la cheminée. Elle aperçut une silhouette enveloppée dans une couverture, Boone, qui dormait à même le sol au lieu de dormir dans son lit, lui laissant ainsi la seule vraie pièce de la maison. Elle se figea, observant ses mouvements. Sa respiration était profonde et régulière, un sommeil véritable, pas le faux sommeil que les hommes utilisaient lorsqu'ils attendaient pour tendre une embuscade. L'image de l'eau posée sur la table. Elle s'en approcha à pas feutrés, chaque pas calculé et précis. Lorsqu'elle l'atteignit, elle remplit sa tasse et but une grande gorgée, sans quitter des yeux la silhouette endormie près de la cheminée. Une planche craqua sous son poids. Boone remua, mais ne se réveilla pas, se contenta de bouger légèrement et se rendormit. Elle se retira dans la chambre, ferma la porte et la verrouilla à nouveau. Ses mains tremblaient. Une interaction aussi minime, juste aller chercher de l'eau, et tout son corps était inondé d'adrénaline. Elle ne pouvait pas vivre ainsi, passer chaque instant terrifiée, chaque bruit étant une menace potentielle, mais elle ne savait pas comment arrêter. La peur était devenue sa compagne constante, sa seule défense fiable. Elle s'assit sur le lit et tira la couette sur ses épaules malgré la chaleur estivale à l'extérieur. Quelque chose bougeait dans l'obscurité, probablement un animal, un coyote ou un chien sauvage à la recherche de nourriture. Le bruit lui rappela d'autres nuits, d'autres dangers. Le sommeil ne revenait pas facilement. Elle somnolait par intermittence, se réveillant au moindre bruit, son esprit créant des menaces là où il n'y en avait pas. Quand l'aube se leva enfin, une pâle lumière filtrant à travers les rideaux, elle entendit Boone bouger dans l'autre pièce, le grincement de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se refermait, ses pas se dirigeant vers la grange. Elle attendit jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'il était parti, puis elle déverrouilla la porte et sortit. La maison était à nouveau vide. Sur la table se trouvait une autre assiette, plus de pain, des œufs, un fruit qu'elle reconnaissait pas. À côté, il y avait une note écrite en lettres simples et soignées. « Prends ton temps, ne te presse pas. Je serai avec les chevaux si tu veux me trouver. Si tu ne veux pas, ça aussi. » La gentillesse de ces mots lui semblait être une arme. Cela aurait été plus facile s'il avait été cruel. La cruauté, elle la comprenait, elle pouvait la combattre, mais cette douce patience, ce respect pour sa peur, cela la désarmait et la rendait encore plus vulnérable. Elle mangea debout,
prête à battre en retraite à tout moment. Quand elle eut fini, elle se dirigea vers la fenêtre et regarda vers la grange. Elle pouvait le voir dans le corral, travaillant avec un jeune cheval. L'animal était nerveux et s'éloignait en dansant chaque fois qu'il s'approchait, mais Boone ne le forçait pas, il ne se précipitait pas, il restait immobile, la main tendue se précipitait pas, restait immobile, la main tendue, attendant que le cheval fasse le choix de s'approcher. Quelque chose dans cette scène lui serra la gorge. Elle se reconnaissait dans cet animal effrayé, sauvage, traumatisé, incapable de faire confiance même lorsque la confiance pouvait être sûre. Les heures passèrent, le soleil monta dans le ciel, elle resta dans la maison, observant Boone travailler par la fenêtre. Il ne regardait jamais vers la maison, ne vérifiait jamais si elle le regardait, concentré sur sa tâche avec une détermination patiente. Vers midi, un cavalier apparut à l'horizon, une femme sur un cheval noir cheval foncé se dirigeant droit vers le ranch. Le pouls d'Ayana s'accéléra. C'était le moment. Quel que soit l'arrangement que Boone avait conclu, quelle que soit la personne à qui il lui avait promis, il venait la chercher. Elle s'éloigna de la fenêtre, cherchant une autre sortie, mais la maison n'avait que 2 portes, celle de devant et celle de derrière qui menait à une petite cour entourée d'une clôture. La femme mit pied à terre près de la grange. Boone s'approcha pour la saluer. Ils parlèrent pendant plusieurs minutes, la femme gesticulant, sa voix portée par le vent, mais ses paroles étaient indistinctes. Puis ils regardèrent tous les deux vers la maison. Ayana iyut lusuful coupe. C'était le moment de la trahison, la révélation que sa gentillesse n'était qu'un mensonge destiné à la rendre docile. Mais Boone secoua la tête à quelque chose que la femme avait dit, son langage corporel était ferme et protecteur. La femme argumenta en montrant à nouveau la maison. Boone croisa les bras et dit quelque chose de court et de définitif. La femme leva les mains en signe de frustration apparente, monta sur son cheval et s'éloigna. Boone resta debout à la regarder partir, les épaules tendues, puis il se tourna vers la maison, sans s'en approcher, se contentant de regarder. Son expression était fatiguée, troublée. Un moment, il retourna au corral et continua à s'occuper du cheval. Ayana s'effondra dans une chaise, ses jambes soudainement faibles. Il l'avait défendue, renvoyé la femme, quelle que soit la teneur de leur conversation. Il avait choisi de protéger l'intimité d'Ayana, son espace. Elle ne comprenait pas, elle ne lui faisait pas confiance, mais elle ne pouvait nier ce dont elle avait été témoin alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon. Elle prit une décision, déverrouilla la porte, sortit et marcha lentement vers le corral. Boone la vit arriver, mais ne fit pas un pas vers elle, se contentant d'attendre, lui laissant le contrôle de la distance qui les séparait. Elle s'arrêta à quelques mètres, assez près pour parler sans crier, mais assez loin pour pouvoir s'enfuir si nécessaire. Qui était cette femme? Sa voix était rouillée à force de ne pas être utilisée, mais assurée. Voilà, 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 pas prête à recevoir des visiteurs. Elle ne t'a pas cru. Non, mais peu importe ce qu'elle croit, ce qui compte, c'est ce à quoi tu es prête. Le jeune cheval dans le corral renifla et secoua la tête, les observant tous les deux d'un œil nerveux. Ayana regarda l'animal, puis Boone. Ce cheval ne te fait pas confiance, pas encore, mais il le fera quand il sera prêt. La comparaison n'était pas subtile, mais venant de lui, elle ne semblait pas manipulatrice, juste honnête. Je m'appelle Ayana, dit-elle doucement. C'était la première chose réelle qu'elle lui offrait, le premier morceau d'elle-même qu'elle lui donnait volontairement. Son expression s'adoucit. C'est un joli nom. Merci de me le confier. La confiance. Elle n'était pas sûre de l'appeler ainsi, mais c'était un début, peut-être, ou du moins pas une fin. Les jours qui suivirent s'écoulèrent à un rythme prudent. Boone travaillait au ranch de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ayana restait près de la maison, l'observant depuis les fenêtres, apprenant ses habitudes, cherchant des failles dans la façade de décence qu'il présentait. Elle n'en trouva aucune. Chaque matin, il laissait de la nourriture sur la table avant de sortir. Chaque soir, il ne rentrait qu'après qu'elle retirait dans sa chambre. Il n'entrait jamais sans frapper, ne lui demandait jamais de travailler, n'exigeait rien en échange du gîte et du couvert.
C'était l'absence d'exigence qui la déstabilisait le plus. Elle avait appris à ses dépens que les hommes voulaient toujours quelque chose. Le fait qu'elle ne parvienne pas à identifier ce que Boone voulait la rendait plus nerveuse que s'il avait été ouvertement cruel. Le 4e matin, elle s'aventura dehors pendant qu'il travaillait dans le pâturage lointain. Le jeune cheval qui l'entraînait se tenait dans le corral, plus calme maintenant, laissant Boone s'approcher et passer une main le long de son cou. La transformation était remarquable. L'animal terrifié d'il y a quelques jours se tenait maintenant presque paisible sous ses caresses. Elle comprenait la méthode. Patience, constance, ne jamais prendre plus que ce que la créature était prête à donner. Mais comprendre ne signifiait pas qu'elle était prête à baisser sa garde. Elle se dirigea vers le petit jardin derrière la maison. Il était envahi par les mauvaises herbes qui étouffaient ce qui avait autrefois été des rangées bien ordonnées de légumes. Cela devait être le travail de sa femme, abandonnée après sa mort et laissée à l'état sauvage. Sans réfléchir, elle s'agenouilla et commença à arracher les mauvaises herbes. Ses mains connaissaient le travail que sa mère lui avait enseigné, quelles plantes entretenir et lesquelles éliminer. Ses gestes familiers étaient apaisants et lui donnaient quelque chose sur quoi se concentrer, autre que l'anxiété constante qui bourdonnait dans son corps. Elle travailla pendant plus d'1 heure avant de réaliser que Boone l'observait depuis la grange. Elle se figea, attendant qu'il lui dise d'arrêter, qu'il lui assigne d'autres tâches, qu'il lui révèle que c'était cela il attendait, une main-d'œuvre gratuite. Au lieu de cela, il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête et retourna à son travail. Ce soir-là, elle trouva une paire de bottes usées devant sa porte. Elles étaient trop grandes, mais mieux que de marcher pieds nus. À côté, il y avait un chapeau pour la protéger du soleil. Pas de mots, pas d'explications, juste des objets pratiques laissés à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Elle les regarda longuement avant de les rentrer. Le lendemain matin, elle enfila les bottes et retourna au jardin. Le travail lui faisait du bien, elle se sentait utile sans être forcée. Elle désherba davantage, identifia les plantes qui pouvaient être sauvées et commença à imaginer à quoi pourrait ressembler le jardin s'il était correctement entretenu. Boone passa une fois avec un seau d'eau pour les chevaux. Il s'arrêta. Le jardin est déjà plus beau. Elle ne répondit pas, continuant simplement à travailler, mais quelque chose dans sa poitrine se détendit légèrement à cette simple reconnaissance. Les jours se confondirent. Elle élargit son territoire petit à petit, le jardin, la zone autour de la maison, puis finalement la grange. Lorsque Boone n'était pas là à l'intérieur, elle trouva partout des preuves de sa vie solitaire. Des outils rangés avec soin, des outils d'entretien entretenus avec attention, tout fonctionnait mais sans joie, le travail d'un homme qui avait perdu toute raison de se soucier de quoi que ce soit au-delà de la survie. Un après-midi, alors que Boone vérifiait la clôture du pâturage nord, Clarita revint. Ayanna la vit arriver depuis le jardin et se dirigea immédiatement vers la maison, le cœur battant, mais Clara ne se rendit pas à la maison, elle s'arrêta à la limite de la propriété et appela « Je sais que tu es là. Je n'essaie pas de te faire peur, je veux juste te parler. » Ayanna resta immobile. Silent, hidden behind the corner of the house. Clara sighed. Boone's a good man, best man, I know actually, but he's stubborn. He won't ask for help even when he needs it, and he won't tell you things you deserve to know. Ayanna's curiosity weared with her caution. She stayed hidden, but listened. His wife Margaret, she died giving birth. Baby didn't make it either. Boone blamed himself, thought if he'd gotten her to town faster, if he'd done something different, they'd both be alive. He's been punishing himself ever since, living out here alone, refusing to let anyone. Close. The words settled over Ayanna like cold water. She thought of the empty room, the untouched belongings, the way Boone slept on the floor, rather than in his own bed. Grief, so profound it had reshaped his entire life. He paid all that money for you because he couldn't save them, Clara continued, because he saw someone suffering and this time he could do something about it. I'm telling you this because I think you should know, not because I expect anything from you, just because you deserve the truth. Clara waited a moment longer, then turned her horse and rode away. Ayanna stood motionless, processing what she'd learned. The pieces fit together now, the gentleness, the patience, the complete lack of expectations. Boone wasn't trying to own her, he was trying to save someone, anyone, because he'd failed to save the people he loved most. That knowledge changed something fundamental, not trust, not yet, but understanding, and maybe that was the first step towards something else. When Boone returned at sunset, she was sitting on the porch steps, the first time she'd positioned herself where he'd have to pass close by to enter the house. He slowed. When he saw her, uncertain. Your wife, Ayanna said quietly. Clara told me. I'm sorry. Pain flashed across his face, quickly masked. Ciel talks too much. Maybe or maybe not enough.
Ayana picked at a loose thread on her dress. You don't have to save me to make up for losing them. That's not how it works. Boone was silent for a long moment. When he spoke his voice was rough. I know, but I can't undo what happened to them. I can only try to do better by the people still here. I'm not her. I know that too. They sat in silence. As the sun disappeared below the horizon, the air-cooled night insects began their chorus. I don't know if I can stay. Ayana finally said, I don't know if I can trust any of this. That's fair. Boone stood slowly, but the offer stands. As long as you need no conditions. He moved past her into the house, giving her space, always giving her space. Ayana remained on the porch, looking out at the darkening land. For the first time since the nightmare began, she felt something other than fear or despair. She felt possibility, fragile and terrifying, but real. The garden became her sanctuary. Every morning after Boone left for his work, she spent hours among the recovering plants, coaxing life back into soil that had been neglected too long. The physical labor grounded her, gave her purpose beyond simple survival, but the real change came slowly in small moments she barely noticed until they'd already passed. The way she no longer bolted the door every night, the way she started eating meals at the table instead of hiding in her room, the way she could be in the same space as Boone without her entire body tensing in preparation for violence that never came. 2 weeks after Clara's visit, Ayana was carrying water to the garden when she heard a commotion from the barn. The young horse, the one Boone had been training, was making distressed sounds, thrashing against something. She dropped the bucket and ran inside the barn. She found Boone on the ground, his leg twisted at an awkward angle. The horse, spooked by something, had kicked out and caught him. The animal now stood in the corner, wildeed and trembling. Boone's face was pale, sweat beading on his forehead. I'm all right, just need a minute. But he wasn't all right. She could see the pain in the tight lines around his mouth, the way he couldn't put weight on the injured leg. For a split second, she considered leaving him there, taking one of the other horses and riding away while he was helpless. This was her chance, maybe her only chance. Instead, she moved toward the frightened horse, hands out, voice low and steady. She spoke in her mother's language, words of calm and comfort she hadn't used in months. The horse's ears twitched toward her gradually, its breathing slowed. She led the animal to a stall and secured it, then returned to Boone. Can you stand? She asked. Maybe. With help, she positioned herself beside him, letting him lean heavily on her shoulder. As he struggled upright, he was bigger than her, heavier, and the effort of supporting his Son poids faisait trembler ses jambes, mais elle resta stable. Ensemble, ils réussirent à sortir de la grange et à traverser la cour jusqu'à la maison. Chaque pas était une torture pour lui, elle pouvait le deviner à sa respiration saccadée, mais il ne se plaignait pas. À l'intérieur, elle l'aida à s'asseoir sur une chaise. Sa jambe était déjà enflée et la botte était si serrée qu'elle risquait d'aggraver la blessure si elle restait en place. Elle s'agenouilla et la défit délicatement, l'enlevant aussi doucement que possible. Il poussa un cri de douleur, mais ne retira pas la botte. Pas retirer la cheville. Elle était très contusionnée et enflait rapidement. Elle n'était pas cassée, pensa-t-elle, mais gravement foulée. Elle avait vu suffisamment de blessures pendant son séjour chez les siens pour reconnaître la différence. Restez ici, ordonna-t-elle, surprise par la fermeté de sa voix. Elle sortit dans le jardin et cueillit des plantes spécifiques que sa mère lui avait appris à reconnaître pour réduire l'enflure et la douleur. De retour à l'intérieur, elle trouva un chiffon et le trempa dans l'eau froide du puits. Boone la regardait travailler avec un mélange de douleur et de curiosité. « Tu sais, ma mère m'a appris à soigner, » dit-elle. Les mots lui vinrent plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Hélène n'avait parlé de sa mère à personne depuis avant sa capture. Elle enveloppa sa cheville avec la compresse froide, puis y appliqua les plantes écrasées. Le traitement était basique mais efficace, mieux que rien en tout cas. « Tu devrais te reposer, » dit-elle, « ne mets pas de poids dessus. Le ranch ne se gère pas tout seul, mais il peut attendre un jour ou deux. Tu ne peux pas travailler avec une jambe dans cet état. » Il ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Quelque chose dans son expression avait dû le convaincre que protester serait inutile. « D'accord, » concéda-t-il. Un jour se transforma en trois. La blessure était plus grave qu'il ne l'avait initialement pensé. Boone pouvait à peine marcher sans aide et ne pouvait certainement pas faire le travail pénible que le ranch exigeait, alors Ayana s'en chargea. Elle nourrit les chevaux, vérifia les abreuvoirs, déplaça le bétail vers de nouveaux pâturages. Le travail était dur, ses muscles n'étaient pas habitués à l'effort physique, mais elle persévéra. Boone essayait de lui donner des instructions depuis le porche où il était assis, la jambe surélevée, mais la plupart du temps, elle se débrouillait toute seule. Le troisième soir, alors que le soleil se couchait et qu'elle revenait d'avoir vérifié la clôture, elle le trouva en train d'essayer de se lever sans aide.
Il fit 2 pas avant que sa jambe ne se dérobe, elle le rattrapa avant qu'il ne tombe, son petit corps trouvant d'une manière ou d'une autre la force de le maintenir debout. « Tu es têtu, dit-elle, toi aussi. » Mais il souriait légèrement, s'appuyant sur elle plus qu'il ne l'aurait probablement voulu. Elle l'aida à regagner sa chaise et leurs regards se croisèrent pour la première fois sans qu'elle détourne immédiatement les yeux. Ses yeux étaient gentils, fatigués et tristes, mais sincèrement gentils. « Merci, dit-il doucement, d'être resté, de m'avoir aidé, tu n'étais pas obligé. »« Je sais. » Elle recula soudain, consciente de la proximité entre eux. « Mais tu n'étais pas obligé de faire ce que tu as fait non plus. Je suppose que nous sommes quittes maintenant. »« C'est ça, on fait les comptes. » Elle réfléchit à la question. Était-ce cela, ou était-ce quelque chose de plus compliqué, une prise de conscience progressive que peut-être, juste peut-être, tout le monde n'était pas cruel, que certaines personnes pensaient vraiment ce qu'elles disaient. « Je ne sais pas ce que c'est, » admit-elle, « mais je ne suis pas encore prête à partir. » Cette confession resta suspendue entre eux. C'était la première fois qu'elle laissait entendre qu'elle pourrait rester, qu'elle pourrait construire quelque chose ici, au lieu de simplement survivre. Boone acquiesça lentement. « Alors je suis content que tu sois là. » Cette nuit-là, pour la première fois, elle laissa sa porte ouverte. C'était un détail insignifiant pour n'importe qui d'autre, mais pour elle, c'était monumental. Le choix de croire, même provisoirement, qu'elle était peut-être en sécurité. Allongée dans son lit, elle écoutait les bruits de la maison. Boone qui se déplaçait prudemment dans l'autre pièce pour s'installer pour la nuit, le vent qui soufflait dans les combles, le cri lointain d'un oiseau nocturne. Des bruits normaux, des bruits apaisants, le genre de bruit qu'elle pensait ne plus jamais entendre. Jamais plus entendre. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les écrivains arrivèrent le 5e jour après l'accident de Boone. 3 hommes couverts de poussière et au visage sombre apparurent à l'horizon juste après l'aube. Ayanna les aperçut depuis le jardin et son sang se glaça. Elle reconnut celui qui était en tête, Malachi Vaughn, l'homme qui avait enchéri contre Boone lors de la vente aux enchères, l'homme dont les yeux ne promettaient que cruauté. Elle courut vers la maison. Boone était déjà sous le porche, s'appuyant lourdement sur une béquille qu'il avait fabriquée à partir d'un poteau de clôture cassé. Son visage était figé dans une expression sévère tandis qu'il regardait les écrivains s'approcher. « Rentre à l'intérieur, » dit-il calmement. « Non, » répondit-elle d'une voix ferme, les surprenant tous les deux. Elle avait passé trop de temps à se faire dicter sa conduite. « Où me cacher ? » JNE me cash plus. Il la regarda, sembla sur le point de discuter, puis acquiesça d'un signe de tête. « Reste derrière moi, alors. » Les écrivains s'arrêtèrent à une douzaine de mètres. À quelques mètres de la maison, Vaughn descendit de cheval avec une arrogance désinvolte, ses 2 compagnons restant à cheval. Ils étaient armés, des pistolets visibles à leurs hanches, des fusils dans des étuis à la selle. La voix de Dalton von Porta à travers la distance. J'ai entendu dire que vous aviez eu un accident. C'est dommage. Que voulez-vous, Ben? Je suis juste un voisin qui vient vérifier votre achat. Son regard glissa de Boone à Ayanna, s'assurant qu'elle était bien traitée. Il y a des lois sur la façon dont vous devez traiter la propriété. Elle ce n'est pas une propriété, ni la mienne, ni celle de qui que ce soit. Van rit d'un rire dur et moqueur. Ce n'est pas ce que disent les registres de la vente aux enchères. Tu l'as acheté en toute légalité, ce qui signifie que si tu ne l'utilises pas correctement, tu serais peut-être disposé à la vendre. Je te donnerai le double de ce que tu as payé. Ayanna sentit Boone se crisper à côté d'elle, sa main se resserra sur la béquille jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle n'est pas à vendre. Tout est à vendre, Dalton, tu n'es tout simplement pas encore assez motivé. Van fit un geste vers le ranch qui les entourait. Tu es blessé, travailler seul dans un endroit comme celui-ci doit être difficile. Sans compter qu'il faut nourrir une bouche supplémentaire qui ne gagne pas sa vie, c'est tout simplement mauvais pour les affaires. Je ne me souviens pas avoir demandé de conseils en affaires. Non, tu as juste fait un choix stupide, poussé par la culpabilité envers ta femme décédée. Les mots de Van étaient d'une cruauté calculée, destinée à blesser. Tout le monde sait pourquoi tu l'as fait, tu essayais de sauver quelqu'un parce que tu ne pouvais pas pu la sauver. C'est pathétique. Ayanna sentit la rage monter dans ses veines, chaude et vive. Elle sortit de derrière Boone.
Vous n'avez pas le droit de parler de choses que vous ne comprenez pas. Les yeux de Van se fixèrent sur elle et elle vit le prédateur sous la surface civilisée. Alors elle parle bien, ça rend les choses plus intéressantes. Partez, dit Boone, sa voix prenant un ton dangereux. Ou quoi? Vous pouvez à peine vous tenir debout? Vous pensez que vous allez arrêter 3 hommes armés? Van fit un pas en avant. Voilà ce qui va se passer. Tu vas être raisonnable et me la vendre à un prix raisonnable, ou nous reviendrons quand tu seras seul et nous la prendrons de toute façon. Le cœur d'Ayana battait à tout rompre, mais elle refusait de montrer sa peur. Elle avait eu peur pendant trop longtemps. Je ne vais nulle part avec vous. Tu n'as pas le choix, ma fille. C'est justement le but. Si, elle a le choix. Retentit derrière eux. Ils se retournèrent tous pour la voir arriver à cheval, et elle n'était pas seule. 5 autres cavaliers l'accompagnaient, des éleveurs et des ouvriers agricoles des propriétés voisines, tous armés, tous avec des expressions qui suggéraient qu'ils n'étaient pas là pour discuter. Clara mit pied à terre et s'approcha de Boone et Ayana. Nous avons entendu dire que vous rendiez visite à Boone. Vaughn a pensé que nous devrions passer aussi pour nous assurer que tout se passe bien. Le visage de Van s'assombrit. Ce n'est pas de ton ressort, Clara. Tout ce qui se passe dans les propriétés voisines me concerne. C'est ainsi que fonctionne une communauté. Elle regarda les autres écrivains. N'est-ce pas, les gars? Des murmures d'approbation parcoururent le groupe. Ils étaient désormais en infériorité numérique, et Vaughn le savait. Ce n'est pas fini, dit Vaughn en montant sur son cheval. Les papiers disent que Dalton est son propriétaire, ce qui signifie qu'il peut la vendre quand il le souhaite, et il finira par le faire. Ils le font toujours. Il partit au galop, ses compagnons suivant le nuage de poussière laissé par leur départ, qui flottait dans l'air comme une menace. Clara attendit qu'il soit hors de vue avant de se tourner vers Boone. Il n'a pas tort sur un point. Même si les documents de la vente aux enchères ont été déchirés, il existe des copies, des archives. S'il insiste vraiment, il pourrait avoir des ennuis juridiques. Boone Sarah Les McQuarrs. Je brûlerai toutes les archives s'il le faut. Il y a une solution plus simple. Clara regarda Ayana. Tu pourrais partir, aller vers le nord, changer de nom, recommencer quelque part où personne ne te connaît. Tu serais libre, vraiment libre. La suggestion resta en suspense. Elle était pratique, sensée, tout ce qu'Ayana avait voulu quelques semaines auparavant. Mais maintenant, debout devant le ranch qu'elle avait aidé à entretenir, aux côtés de l'homme qui lui avait montré que la gentillesse n'était pas toujours un piège, l'idée de partir lui semblait mauvaise. Non, dit-elle doucement, je reste. Boone la regarda d'un air sévère. Tu n'es pas obligé de rester si cela te met en danger. J'ai été en danger toute ma vie, au moins ici, je suis en danger par choix. Elle croisa son regard. Tu m'as donné ce choix, et je choisis de rester. Clara sourit légèrement. Eh bien, nous devons nous assurer que Van comprenne que tenter de la prendre ne vaut pas la peine de se battre. Les autres éleveurs acquiescèrent. Ils avaient formé une alliance tacite, non pas à cause de la loi ou d'une obligation, mais parce que parfois, la bonne chose à faire était évidente, même si c'était difficile. Après le départ des voisins, qui promirent de surveiller les lieux et de venir en cas de problème, Ayana et Boone restèrent ensemble dans la cour. Le soleil montait dans le ciel, dissipant la fraîcheur matinale. Tu n'avais pas à faire ça, dit Boone. Rester, je veux dire, pas pour moi. Je sais que je ne le fais pas pour toi. Elle regarda le jardin, la terre qu'elle avait commencé à connaître. Je le fais pour moi, parce que pour la première fois depuis très longtemps. Souviens-toi que j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Il resta silencieux pendant un moment, puis que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle y réfléchit. Le poids accumulé de petites attentions, la lente érosion de la peur, la prise de conscience que la guérison était possible même après que tout lui ait été enlevé. Tu ne m'as jamais demandé d'être reconnaissante, dit-elle finalement. Tu n'as jamais rien exigé, tu m'as juste donné l'espace nécessaire pour me souvenir de qui j'étais avant tout cela. Elle fit une pause. Je suis encore en train de le découvrir, mais je veux le découvrir ici. Boone acquiesça lentement. Alors tu resteras aussi longtemps que tu le souhaiteras, sans condition, sans condition. Elle acquiesça. Ce n'était pas une grande déclaration, ni un moment de transformation dramatique, juste 2 personnes blessées qui reconnaissaient qu'ensemble, elles pourraient peut-être construire quelque chose qui ressemblerait à une guérison,
et parfois, cela suffisait. 3 mois passèrent, l'été laissa place au début de l'automne, la chaleur laissant place à des matins plus frais et des soirées vivifiantes. Le jardin prospéra sous les soins d'Ayana, produisant plus de légumes que 2 personnes ne pouvaient en manger. Elle commença à échanger le surplus avec Clara et les autres voisins, tissant des liens qui semblaient étranges au début, mais qui devenaient de plus en plus naturels. La jambe de Boone guérit lentement, mais complètement. Il marchait avec une légère boiterie, souvenir permanent du jour où tout avait changé entre eux. Il ne s'en plaignait jamais, il adaptait simplement son travail pour tenir compte de cette limitation. Il s'était installé dans un partenariat qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais dont ils étaient tous deux venus à dépendre. Elle s'occupait du jardin et aidait avec les chevaux, il s'occupait du bétail et des travaux plus lourds du ranch. Ils prenaient leur repas ensemble, les conversations devenant plus faciles chaque jour qui passait, mais il y avait toujours une distance entre eux, un espace prudent maintenu par un accord tacite. 2 personnes qui avaient été trop profondément blessées pour risquer davantage de souffrir, même si elles se rapprochaient. Un soir, alors qu'elles étaient assises sous le porche à regarder le coucher du soleil, Ayana rompit le silence confortable. « Parle-moi d'elle. De ta femme. » La main de Boone s'immobilisa sur le morceau de bois qu'il sculptait depuis un long moment. Elle crut qu'il ne répondrait pas, puis il dit doucement, « Margaret était forte, plus forte que moi à bien des égards. Elle savait attraper un bœuf au lasso, mettre bas un veau, réparer une clôture, mais elle était aussi douce. Elle croyait en la bonté des gens, même lorsqu'ils ne la méritaient pas. Le méritaient pas. Elle a l'air remarquable, elle l'était. Sa voix était chargée d'un vieux chagrin. Quand nous avons découvert qu'elle était enceinte, elle était si heureuse. Elle a fait des plans pour la chambre du bébé, a parlé de prénoms, a imaginé à quoi ressemblerait le bébé. Il fit une pause. Le travail a duré trop longtemps. Quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, quand je l'ai mise à cheval pour aller chercher le médecin, il était trop tard. Je les ai perdus tous les deux avant d'arriver à mi-chemin de la ville. Ayana tendit la main et posa sa main sur la sienne. C'était la première fois qu'elle prenait l'initiative d'un contact physique. Sa main était chaude et rugueuse sous sa paume. « Tu ne pouvais pas savoir, » dit-elle doucement. « C'est ce que tout le monde dit, mais ça ne rend pas la chose plus facile à croire. » Il la regarda, ses yeux reflétant des années de culpabilité accumulées. « Quand je t'ai vu sur ce quai, j'ai vu quelqu'un que je pouvais aider, quelqu'un que je pouvais sauver. Je ne vais pas prétendre que c'était purement altruiste. J'avais besoin de me prouver que je pouvais protéger quelqu'un. Et tu l'as prouvé? Je ne sais pas. Tu t'es sauvé toi-même plus que je ne t'ai sauvé. Tout ce que j'ai fait, c'est te donner l'espace nécessaire pour guérir. Ce n'est pas rien, Boone. » Elle lui serra la main. Parfois, c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, leurs mains toujours jointes, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « Je devrais te parler de ma mère, » dit finalement Ayana, « de ce qui s'est passé avant la vente aux enchères. Seulement si tu le veux. » Elle le fit. Les mots sortirent lentement au début, puis plus vite. L'histoire de son village, des hommes qui étaient venus, prétendant avoir l'autorité légale de les chasser des terres où son peuple vivait depuis des générations, la violence lorsqu'ils avaient résisté, la mort de sa mère qui avait tenté de la protéger. Les mois de captivité qui suivirent, passés de main en main, cruelles les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur cette estrade, brisée et convaincue qu'elle ne valait rien. Boone écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, ses yeux étaient humides. « Tu as survécu à tout cela, » dit-il d'une voix rauque. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Je ne me sentais pas forte, je me sentais détruite. Survivre quand on se sent détruit, c'est ça la définition de la force. » Elle appuya sa tête contre son épaule. Cela lui semblait naturel. « Je ne suis plus détruite. Je guéris grâce à cet endroit, grâce à toi. »« Grâce à toi, » corrigea Théil doucement. « Je t'ai juste fourni l'endroit, c'est toi qui as fait le travail de guérison. » La nuit s'épaississait autour d'eux. Ils finirent par rentrer à l'intérieur. Ayana hésita devant la porte de sa chambre, la chambre qui avait été celle de Margaret et qu'elle avait lentement faite sienne avec de petites touches personnelles et des objets qui lui appartenaient. « Boone, did elle? » Elle se tourna vers lui et lui dit « Je dois te dire quelque chose. » Il attendit patiemment, comme toujours. « Je ne pense pas pouvoir retomber amoureuse, pas après tout ce qui s'est passé. » Sa voix était calme, mais sincère.
La partie de moi qui croyait fermement en un avenir heureux, je pense qu'elle s'est brisée, peut-être pour toujours. Elle s'attendait à ce qu'il soit déçu, à ce qu'il s'éloigne, mais au lieu de cela, il acquiesça lentement. Je comprends. Je ne suis pas sûr d'y arriver non plus. La peur de perdre quelqu'un à nouveau, c'est... Il chercha ses mots. C'est paralysant, mais je tiens à toi, a-t-elle poursuivi. Je te fais confiance et je veux construire une vie ici avec toi, quelle qu'elle soit, même si elle ne correspond pas aux attentes des gens. Un petit sourire a effleuré son visage, le premier vrai sourire qu'elle lui ait vu. Ça me semble parfait, a-t-il répondu. Elle s'est approchée et a pris ses deux mains dans les siennes. Je ne vaux rien, murmura-t-elle, répétant les mots qu'elle s'était dit à elle-même sur ce quai, des mois auparavant. Boone serra ses mains plus fort, ses yeux plongés dans les siens avec une certitude absolue. Tu vaux tout, dit-il fermement. Et je passerai le reste de ma vie à te le prouver, si tu me le permets. Il leva sa main et la pressa contre son cœur. Ce n'était pas un geste romantique, mais quelque chose de plus profond, une promesse de partenariat, de respect mutuel, de deux personnes choisissant d'affronter leurs démons ensemble plutôt que seules. Elle sentit des larmes couler sur ses joues, mais ne les essuya pas. Ces larmes étaient différentes de celles qu'elle avait versées auparavant. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de soulagement, de croire enfin qu'elle pouvait peut-être avoir un avenir qui ne lui ferait pas de mal. Alors construisons quelque chose, dit-elle, pas ce que nous avons perdu, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartienne, quelque chose à nous. Elle acquiesca. Ils restèrent là, les mains jointes, deux personnes brisées qui avaient trouvé l'une dans l'autre non pas une solution, mais une compagne pour le chemin de la guérison. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était quelque chose de mieux, quelque chose de réel, quelque chose de mérité, quelque chose qui reconnaissait les cicatrices tout en refusant d'être défini par elles. Dehors, le vent d'automne transportait l'odeur du jardin en voie de guérison, le bruit des chevaux qui s'installaient dans la grange, la promesse d'une autre journée de travail et d'une lente progression vers la paix. Ayana sourit, un vrai sourire, naturel et sincère, pour la première fois depuis cette terrible plateforme, depuis les mots chuchotés qui la traitaient d'inutile. Elle ressentait quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais, elle se sentait entière. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre conte inoubliable issu de la frontière sauvage, où le courage et la compassion forgent des liens inattendus. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.